Bonjour esprit curieux. Bienvenue dans ce voyage dans les profondeurs de l'âme humaine, guidé par les titans de la Grèce antique. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler d'histoire, mais d'un miroir. Un miroir vieux de 2 millénaires dans lequel, je vous l'assure, vous vous verrez reflété d'une manière totalement inattendue. Je veux que vous vous posiez une question très simple mais fondamentale. Face à une crise, face à une insulte, face à un défi qui change tout, qu'est-ce qui domine en vous? Est-ce la furie volcanique qui exige une action immédiate et sans concession? Ou est-ce la ruse patiente, l'esprit qui calcule, attend et manipule l'échiquier à son avantage? Ce choix, cette dualité n'est pas nouvelle. En fait, c'est le moteur caché des deux œuvres les plus importantes de la civilisation occidentale. Aujourd'hui, nous dévoilons le code secret derrière Achille et Ulysse et comment leur affrontement légendaire définit qui nous sommes, même au XXIe siècle. Avant de commencer, je voulais vous parler des images que vous voyez. Pour donner vie à cette narration, j'ai eu recours à des outils d'intelligence artificielle pour les générer. Alors, voyez-les comme une toile, une façon d'illustrer les idées et l'ambiance de ce que je vous raconte. Elles ne seront pas toujours une représentation exacte ou littérale, mais un accompagnement visuel pour que vous laissiez votre imagination s'envoler avec moi. J'espère de tout cœur que vous apprécierez. Premièrement, faisons connaissance avec l'homme de la fureur, Achille. Ne le considérez pas seulement comme un guerrier invincible. Pensez à lui comme l'incarnation de l'émotion pure, de l'impulsion sans filtre. C'est l'archétype du génie qui vit dans le présent absolu, où chaque seconde est une éternité de sentiments. Lorsque le roi Agamemnon lui ravit son butin de guerre, sa concubine Briséis, Achille ne fait aucun calcul politique. Il ne négocie pas. Son orgueil, son honneur, sa timée, comme disaient les Grecs, a été blessé à mort. Sa réaction est de se retirer de la guerre, sachant pourtant que sans lui, ses compagnons mourront par milliers. C'est crucial pour le comprendre. Sa fureur n'est pas une simple colère, c'est une déclaration existentielle. Il préfère voir sa propre armée brûler plutôt que de céder un iota de ce qu'il considère sa valeur. C'est une intégrité si pure qu'elle en devient destructive. C'est le pouvoir du non absolu, porté à ses dernières conséquences. Les spécialistes de la littérature classique, comme ceux de l'université de Cambridge, soulignent que l'Iliade ne commence pas avec la guerre, mais avec la colère d'Achille. Le véritable sujet est de savoir comment l'émotion d'un seul homme peut changer le destin des nations. C'est une leçon sur le pouvoir et le danger des sentiments débordants. Pensez-y en termes modernes. C'est l'artiste qui détruit son chef-d'œuvre à cause d'une critique. C'est l'entrepreneur qui liquide son entreprise suite à un désaccord avec un associé. C'est cette partie de nous qui, blessée, préfère l'anéantissement à l'humiliation. Une force terrifiante, mais parfois nécessaire pour défendre notre essence. Le choix d'Achille, offert par sa mère, la déesse Thétis, était clair. Il pouvait vivre une vie longue, heureuse et anonyme chez lui, où il pouvait aller à Troie, atteindre une gloire immortelle et mourir jeune. Il choisit la gloire, il choisit l'intensité plutôt que la durée. Il choisit d'être une supernova plutôt qu'une étoile lointaine. Ce désir de transcendance, que votre nom résonne pour l'éternité, est le moteur d'Achille. Sa fureur est la gardienne de cet héritage. Chaque offense est une attaque directe à son immortalité. C'est pourquoi sa réaction est si disproportionnée, car il ne défend pas un prix, il défend sa place dans l'histoire. Maintenant, à l'autre coin du ring intellectuel, nous avons un homme complètement différent. Ulysse, le protagoniste de l'Odyssée. Si Achille est la force brute d'un lion, Ulysse est la ruse patiente d'une araignée tissant sa toile. Son champ de bataille n'est pas la plaine de Troie, mais l'esprit de ses ennemis. Le mot qui définit Ulysse est métis, un terme grec qui signifie un mélange de sagesse, de ruse et de tromperie. C'est l'intelligence pratique, la capacité de s'adapter, de mentir, de se transformer pour survivre. Ulysse est le maître du déguisement, l'homme aux 1000 visages, celui qui a toujours un plan. Rappelons le cheval de Troie. Alors qu'Achille et les autres héros combattirent avec la force pendant 10 ans sans succès, ce fut l'esprit d'Ulysse qui fit tomber les murailles. Non pas avec une lance, mais avec une idée basée sur la tromperie, sur l'exploitation de la psychologie de l'ennemi, de la pure stratégie. Son voyage de retour, l'Odyssée, est une série d'épreuves où la force ne sert à rien. Contre le cyclope Polyphème, il ne peut gagner par la force. Alors il utilise son esprit. Il lui dit que son nom est personne. Quand il l'aveugle et que le cyclope crie à l'aide, il dit « Personne ne m'a blessé » et les autres cyclopes l'ignorent. C'est génial. Ulysse supporte des humiliations qu'Achille n'aurait jamais tolérées. Il se déguise en mendiant pour entrer dans son propre palais. Il endure les insultes des prétendants qui harcèlent sa femme. Pourquoi? Parce que son objectif est plus grand que son orgueil. Son but est de récupérer sa maison, sa famille, son royaume. Et pour cela, tous les moyens sont bons. À la différence d'Achille qui vit dans le présent explosif, Ulysse vit dans le futur. Chaque action est un pas dans une longue partie d'échecs. Il supporte la douleur du présent pour la récompense de demain.
C'est l'archétype du stratège, du politicien, du survivant qui comprend que pour gagner la guerre, il faut parfois perdre une bataille. Des études en psychologie du leadership, comme celles souvent publiées dans des revues telles que Harvard Business Review, analysent ces archétypes. Le leader Achille inspire par sa passion et son charisme, mais peut être volatile. Le leader Ulysse est moins glamour, mais sa vision à long terme et sa résilience construisent souvent des empires plus durables. Ainsi, nous avons deux héros, deux modèles de masculinité et de succès. La fureur contre la ruse, la passion contre la raison, le cœur contre le cerveau. L'Iliade et l'Odyssée, plus que de simples poèmes, sont le manuel d'instruction de cette dualité fondamentale que nous portons tous en nous. Mais c'est là que l'histoire devient intéressante, car la lecture traditionnelle, celle qu'on nous a enseignée à l'école, est une simplification. On nous les présente tous deux comme des modèles à suivre, des héros sans nuances, et cela, mes amis, est un mensonge dangereux. Nous allons faire une relecture critique. Commençons à nouveau avec Achille. Sa fureur est-elle vraiment un acte d'honneur? Ou est-ce le caprice d'un enfant prodige narcissique qui ne supporte pas qu'on lui retire son jouet? Sa décision de se retirer cause la mort de milliers de ses amis, dont son cher Patrocle. Son honneur personnel coûte une mer de sang. Quand il revient finalement à la bataille, ce n'est ni pour son armée, ni pour la cause grecque. Il revient pour une vengeance personnelle après la mort de Patrocle. Son retour est une explosion de violence si sauvage qu'il massacre tant de Troyens que le fleuve Scamandre se noie dans le sang et se révolte contre lui. Ce n'est pas de l'héroïsme, c'est un massacre. Des philosophes contemporaines comme Simone Weil, dans son essai L'Iliade ou le poème de la force, argumentent que le véritable protagoniste du poème n'est pas Achille, mais la force elle-même. La force qui transforme les hommes en choses, en cadavres. Achille n'est pas un héros de la force, il en est sa première et plus grande victime. Sa fureur le déshumanise, elle le transforme en une machine à tuer. Profaner le cadavre d'Hector, le traîner autour de Troie, ce n'est pas l'acte d'un héros, c'est un crime de guerre. L'Iliade nous montre que l'émotion sans contrôle, même au nom de l'honneur, nous transforme en monstres. L'archétype d'Achille, dans le monde moderne, peut être vu comme la masculinité toxique dans sa forme la plus pure. L'incapacité de traiter la douleur émotionnelle sans recourir à la violence, l'idée que la vulnérabilité est une faiblesse et que l'agression est la seule réponse à l'offense. C'est une cage dorée. Maintenant, examinons le rusé Ulysse avec la même loupe critique. Nous le célébrons comme le grand stratège. Mais qu'est-ce que la ruse sans encre morale? C'est simplement de la manipulation. Ulysse est un menteur pathologique. Il ment à ses ennemis, à ses hôtes, à sa femme, à son père. Son identité est fluide, adaptée à la tromperie. Pensez à son équipage. Tous, sans exception, meurent lors du voyage de retour. Combien de ces morts ont été causées par les décisions risquées et égoïstes d'Ulysse? Il survit, certes, mais à un coût terrible pour ceux qui l'ont suivi. C'est le PDG qui sauve l'entreprise mais licencie tout le personnel. Son retour à Ithaque n'est pas une fin heureuse et paisible. C'est un carnage. Il massacre tous les prétendants, plus d'une centaine d'hommes qui étaient désarmés et mangèrent dans son palais. Puis il pend les 12 servantes qui s'étaient couchées avec eux. Pas de jugement, pas de pitié, seulement une violence froide et calculée. Vu sous une perspective moderne, Ulysse pourrait être l'archétype du psychopathe fonctionnel, charmant, intelligent, capable d'imiter les émotions mais dépourvu de véritable empathie. Quelqu'un qui voit les gens comme des pions sur son échiquier personnel, des outils à utiliser et à jeter sur son chemin vers le succès. Alors qu'avons-nous? Un héros de la fureur qui devient un monstre destructeur et un héros de l'intelligence qui devient un manipulateur impitoyable. La tradition nous a vendu deux idoles, mais une analyse plus profonde révèle deux chemins vers la déshumanisation. Le tableau est plus sombre qu'il n'y paraît. C'est ici que réside le véritable génie de ces poèmes. Ils ne nous donnent pas des héros à imiter. Ils nous présentent un dilemme. Ils nous montrent les extrêmes dangereux de deux des forces les plus puissantes qui nous définissent. La passion et la raison, lorsqu'elles sont déséquilibrées, sont également destructrices. La culture grecque, surtout la philosophie qui a suivi avec Platon et Aristote, était obsédée par le concept du juste milieu, la voie du milieu, éviter les extrêmes. Ces poèmes peuvent être lus comme le grand argument en faveur de cet équilibre. Ce sont des contes moraux à une échelle épique. Nous avons besoin de la passion d'Achille. Sans elle, pas d'art, pas d'amour, pas de courage pour défendre ce qui est juste. C'est le moteur qui nous pousse à chercher la grandeur et à ne pas nous contenter de la médiocrité. Une vie sans une once de la fureur d'Achille est une vie vécue en nuances de gris. Mais cette passion doit être guidée, canalisée. Et pour cela, nous avons besoin de l'intelligence d'Ulysse. La capacité de prendre du recul, d'analyser la situation, de planifier à long terme et de contrôler nos impulsions pour atteindre un bien supérieur. Sans la ruse d'Ulysse, la passion d'Achille se consume et s'autodétruit. Le véritable héros peut-être ne serait ni Achille ni Ulysse. Le véritable héros serait un hybride.
quelqu'un avec le cœur de lion d'Achille, mais avec l'esprit de renard d'Ulysse. Quelqu'un qui ressent la fureur face à l'injustice, mais utilise la raison pour la combattre de la manière la plus efficace possible. Ce conflit interne est la lutte de la civilisation elle-même. Comment équilibrons-nous les droits et les passions de l'individu, représentés par Achille, avec les besoins et la stabilité de la communauté qu'Ulysse, en tant que roi, cherche à restaurer? C'est le débat éternel entre la liberté personnelle et l'ordre social. Pensez aux grands mouvements sociaux. Souvent, ils commencent avec la fureur d'Achille, avec un non catégorique à une injustice. Mais pour réussir, ils ont besoin de la stratégie d'Ulysse, de l'organisation, de la planification et parfois des compromis difficiles. La fureur sans ruse est une émeute. La ruse sans fureur est du conformisme. Même dans nos vies quotidiennes, cette bataille se livre constamment. L'impulsion de répondre à un email de travail offensant avec la fureur d'Achille, ou la décision de respirer, de penser comme Ulysse et de rédiger une réponse stratégique qui atteint notre objectif sans brûler les ponts. C'est un choix que nous faisons 10 fois par jour. La neuroscience moderne nous donne une carte pour cette lutte. Daniel Kahneman, psychologue et économiste, parle du système 1 et du système 2 du cerveau. Le système 1 est rapide, intuitif, émotionnel. C'est notre Achille intérieur. Le système 2 est lent, délibératif, logique. C'est notre Ulysse. La clé de la maturité est de savoir quand utiliser l'un et l'autre. Le problème est que le monde moderne, avec ses réseaux sociaux et son cycle d'actualité de 24 heures, est conçu pour activer constamment notre Achille. L'indignation, le rage bait, la gratification instantanée, tout nous pousse à réagir sans réfléchir, à vivre dans la fureur perpétuelle de l'instant. Cultiver notre Ulysse intérieur, la patience, la pensée à long terme, le calme stratégique, est plus difficile que jamais. Cela demande un effort conscient. Cela demande d'éteindre le bruit, de lire des livres, de réfléchir. Cela demande de choisir d'être le stratège quand tout autour de nous nous crie d'être le guerrier furieux. Ce qui est fascinant, c'est que les Grecs eux-mêmes comprenaient déjà cette tension. Pas seulement dans la littérature, leur mythologie en est pleine. Ils ont Arès, le dieu de la guerre brutale et chaotique, qui est la fureur d'Achille divinisée. Et ils ont Athéna, la déesse de la sagesse et de la stratégie dans la guerre, la mentor divine d'Ulysse. Ce n'est pas un hasard si les Grecs, surtout les Athéniens, vénéraient Athéna par-dessus Arès. Ils comprenaient que la force brute sans sagesse mène à la ruine, tandis que la sagesse peut guider la force pour remporter la victoire et construire une civilisation. C'est un choix culturel fondamental. Ainsi, les poèmes homériques ne sont pas seulement le début de la littérature occidentale, ils sont le diagnostic fondamental de la condition humaine. Ils nous disent « En vous se trouve un dieu de la guerre et une déesse de la sagesse. Votre vie sera le résultat de celui que vous nourrissez le plus, de celui que vous écoutez dans les moments décisifs. La prochaine fois que vous sentirez cette vague de colère, la fureur d'Achille, reconnaissez-la. Donnez-lui un nom, comprenez son pouvoir et son danger. C'est une partie de vous, un outil puissant, mais ne la laissez pas prendre le gouvernail. C'est le feu de la forge, pas la main du forgeron qui le façonne. Et la prochaine fois que vous vous trouverez à calculer, à planifier, peut-être même à être un peu manipulateur, demandez à votre Ulysse intérieur si la fin justifie réellement les moyens. Interrogez-le sur l'équipage, sur ceux qui pourraient être blessés dans votre long voyage vers votre Ithaque personnel. La beauté immortelle de l'épopée grecque est qu'elle ne donne pas de réponse facile. Elle ne dit pas « soyez Ulysse » ou « soyez Achille ». Elle nous présente les cas avec toute leur gloire et toute leur misère et nous laisse, à nous lecteurs, la tâche de naviguer entre ces deux pôles, de trouver notre propre équilibre. À une époque de polarisation extrême, où nous sommes forcés de choisir un camp, d'être d'une équipe ou de l'autre, le message des Grecs est plus pertinent que jamais. La sagesse n'est pas dans les extrêmes. Elle est dans la tension, dans la synthèse, dans la capacité d'être un guerrier passionné et un stratège patient à la fois. Au final, le voyage du héros n'est pas vers Troie ou vers Ithaque. Le véritable voyage est intérieur. C'est l'odyssée personnelle d'intégrer notre Achille et notre Ulysse. D'apprendre à nous fâcher pour les choses qui comptent et à être rusés pour les changer vraiment, sans nous détruire ni détruire le monde dans le processus. La colère d'Achille est une réaction. C'est un événement externe qui provoque une réponse interne. Elle est passive à sa racine, c'est être victime de vos propres émotions. Elle vous contrôle. Il ne choisit pas sa fureur, il la subit simplement et la déchaîne sur le monde qui l'entoure sans en mesurer les conséquences. En contraste, la ruse d'Ulysse est proactive. C'est la capacité d'observer le monde, non pas comme une série d'affronts personnels, mais comme un système de variables qui peuvent être manipulées. Il n'est pas contrôlé par la situation, il cherche à contrôler la situation. C'est le passage de la réaction à l'action délibérée. Ce changement de perspective est fondamental. Achille voit le monde à travers le prisme de son honneur blessé. Tout ce qui se passe le concerne. Ulysse, en revanche, se retire lui-même de l'équation. Il devient personne. En agissant ainsi,
Il peut voir le problème avec une clarté objective qu'Achille n'aurait jamais pu atteindre. Pensez à l'épisode des sirènes. Achille se serait probablement jeté à la mer pour les combattre, mourant dans la tentative. Ulysse, en revanche, reconnaît la faiblesse humaine. Il sait qu'il ne peut pas résister. Alors il élabore un plan, une technologie. Il bouche les oreilles de son équipage et se fait attacher au mât. C'est une leçon incroyable. Ulysse ne se fie pas à sa seule volonté. Il se fie à son système. Il comprend ses propres limites et les anticipe. C'est la reconnaissance de sa propre faillibilité comme le plus grand acte d'intelligence. C'est savoir que la meilleure façon de vaincre une tentation est de ne pas la combattre, mais de l'éviter stratégiquement. Achille est la fantaisie du pouvoir illimité. L'idée que si vous êtes suffisamment fort, vous pouvez plier le monde à votre volonté. Ulysse est la réalité du pouvoir limité. L'acceptation que le monde est plus grand que vous et que la seule façon de le naviguer est avec intelligence, humilité et parfois en vous attachant au mât. Voyons la relation des deux avec les dieux. Les dieux interviennent constamment pour sauver Achille au combat, pour renforcer sa force. Il est un instrument du pouvoir divin. Ulysse, en revanche, a souvent les dieux contre lui, comme Poséidon. Et pourtant, avec son ingéniosité, il survit. Il défie même le destin. Cela marque une évolution dans la pensée humaine. L'Iliade représente un monde où les hommes sont des pions de force divine et émotionnelle qu'ils ne contrôlent pas. L'Odyssée représente la naissance de l'individu moderne, l'homme qui, par sa raison, peut forger son propre chemin malgré les dieux et le destin. Cependant, cette autonomie a un prix, la solitude. Achille, malgré sa colère, est entouré de gens qui l'aiment, comme Patrocle. Il fait partie d'une communauté. Ulysse, à la fin de son voyage, est complètement seul. Son intelligence et sa méfiance l'ont isolé. C'est le coup tragique de la ruse. La communauté d'Achille, sa bande de guerriers, les Myrmidons, combattent avec une loyauté féroce née de l'émotion partagée. L'équipage d'Ulysse, en revanche, le suit par nécessité ou par la promesse d'un butin. Son leadership est transactionnel, pas émotionnel. C'est pourquoi, à la fin, il ne reste personne à ses côtés. C'est la critique finale de la raison sans cœur. Elle peut vous ramener à la maison, vous aider à récupérer votre royaume, mais il se peut que lorsque vous arrivez, il n'y ait personne avec qui partager la victoire. Le voyage d'Ulysse est un triomphe de la stratégie, mais aussi une tragédie de la connexion humaine perdue. Et la critique finale de la passion sans raison est l'Iliade elle-même. La guerre se termine, non par la fureur d'Achille qui n'apporte que plus de morts, mais par la ruse d'Ulysse. La passion peut gagner des batailles, mais c'est l'intelligence qui, en fin de compte, gagne la guerre. Un fait que nous oublions souvent. Alors, comment appliquons-nous ce code ancien à notre vie? Il ne s'agit pas de choisir, il s'agit de diagnostiquer. Dans une situation donnée, demandez-vous, est-ce que j'agis en mode Achille ou en mode Ulysse? Le simple fait de nommer la force qui vous pousse peut vous donner le contrôle sur elle. Lorsque l'indignation vous consume dans une discussion en ligne, arrêtez-vous et dites « c'est mon Achille ». Et puis demandez-vous « que ferait mon Ulysse maintenant ?» Peut-être la réponse n'est-elle pas de répondre, mais de couper court à la conversation et d'utiliser cette énergie pour quelque chose de plus productif. C'est un acte d'autogouvernance. Quand vous planifiez un projet à long terme et que vous êtes tenté de prendre des raccourcis peu éthiques, arrêtez-vous et dites « c'est mon Ulysse ». Puis demandez-vous « que dirait mon Achille sur l'honneur de cette décision ?» Est-ce que je sacrifie mon intégrité pour un objectif? C'est votre boussole morale interne. Les Grecs ne nous ont pas donné une carte avec une destination marquée. Ils nous ont donné une boussole avec 2 pôles magnétiques. Notre tâche n'est pas d'atteindre l'un des pôles, mais d'utiliser la tension entre les deux pour naviguer notre propre et unique voyage. La sagesse est de maintenir l'aiguille de la boussole en équilibre constant et dynamique. L'Iliade est le poème de la jeunesse des grandes passions du tout ou rien. C'est l'impulsion de l'adolescence et du début de l'âge adulte. L'Odyssée est le poème de l'âge adulte, de la résilience, des compromis, du long et épuisant voyage de retour à soi après les batailles de la vie. Peut-être commençons-nous tous par être Achille dans la jeunesse de nos vies, croyant que l'intensité de nos sentiments est la mesure de la vérité. Mais la vie, avec ses coups et ses cyclopes et ses tempêtes, nous oblige à devenir Ulysse pour pouvoir survivre et, avec un peu de chance, rentrer chez nous. L'objectif final n'est pas de rester Ulysse, le survivant cynique et solitaire. Peut-être l'objectif est-il d'utiliser la sagesse d'Ulysse pour pouvoir, à la fin de la vie, retrouver la capacité de ressentir avec la pureté d'Achille, mais sans sa toxicité. Une passion éclairée par la sagesse, un cœur sage. Cette interprétation n'est pas seulement un exercice intellectuel, c'est un outil thérapeutique. Reconnaître si nous sommes pris au piège d'un scénario Achille, réagissant avec colère à tout, ou d'un scénario Ulysse, suranalysant et manipulant tout, peut être le premier pas pour nous libérer de schémas destructeurs. La littérature, dans son expression la plus aboutie, n'est pas un divertissement. C'est une technologie de l'âme. Ces poèmes sont des programmes, des codes qui, une fois installés dans notre esprit,
nous permettent de nous comprendre et de naviguer le monde avec plus de profondeur et d'efficacité. Ils sont un héritage de 2500 ans. Pensez à l'éducation. Souvent, nous enseignons ces histoires comme des récits d'aventure, ignorant la psychologie profonde qu'elles contiennent. Imaginez si nous enseignions aux jeunes à identifier Achille et Ulysse en eux-mêmes, en leur donnant un langage pour comprendre leurs propres impulsions contradictoires. Cette connaissance nous donne du pouvoir. Le pouvoir de ne pas être esclave de notre première réaction. Le pouvoir de comprendre que la stratégie n'est pas de la froideur, mais une forme d'amour à long terme. Et que l'honneur n'est pas dans la vengeance, mais dans la maîtrise de soi et dans la protection de la communauté. La prochaine fois que vous lirez une nouvelle, regarderez un film ou analyserez un leader politique, utilisez ce filtre. Cette personne opère-t-elle comme un Achille ou comme un Ulysse? Ses actions naissent-elles d'une blessure narcissique ou d'un calcul stratégique à long terme? Vous verrez ces deux archétypes partout. Parce qu'au final, l'Iliade et l'Odyssée ne parlent pas des Grecs et des Troyens. Elles ne parlent pas des dieux et des monstres. Elles parlent de nous, du champ de bataille et du labyrinthe que chacun de nous porte en soi. Elles sont le poème de notre propre guerre intérieure et de notre propre long voyage de retour. La fureur et la ruse ne sont pas bonnes ou mauvaises en soi. Ce sont des outils, ce sont des énergies. Comme le feu, elles peuvent chauffer un foyer ou incendier une ville. La véritable sagesse, le véritable héroïsme réside dans l'usage que nous en faisons, dans la conscience avec laquelle nous choisissons quelle voix amplifier à chaque instant. Achille nous enseigne qu'une vie sans passion ne vaut pas la peine d'être vécue, mais que la passion sans contrôle mène au néant. Ulysse nous enseigne que l'intelligence est la clé de la survie, mais qu'une survie sans connexion humaine peut être une victoire vide. Ce sont deux avertissements, deux leçons. Le grand secret, le point culminant de cette révélation est que la question « Êtes-vous Achille ou Ulysse ?» est mal posée. Ce n'est pas un choix, c'est un spectre. Nous sommes tous un mélange des deux, et notre place sur ce spectre change chaque jour avec chaque décision que nous prenons. La véritable maîtrise de la vie, selon le code secret des Grecs, n'est pas de choisir un archétype, mais d'apprendre à danser entre les deux. Savoir quand déchaîner la juste fureur et quand tisser la toile patiente. Quand crier votre vérité au monde et quand vous déguiser en mendiant pour observer et attendre le moment opportun. L'héritage immortel de l'épopée grecque n'est pas un ensemble d'histoires d'aventure, mais un profond manuel de psychologie. Une carte pour l'âme qui reste aussi précise aujourd'hui qu'elle l'était il y a des milliers d'années. Elle nous rappelle que nos problèmes les plus modernes sont, en réalité, les problèmes les plus anciens. Alors, la prochaine fois que vous ferez face à un défi, souvenez-vous des deux titans. Invoquez la force et la passion d'Achille, mais canalisez-les avec la patience et la stratégie d'Ulysse. Car dans l'union de ces deux pouvoirs opposés se trouve non seulement la victoire, mais aussi la sagesse. Cet équilibre dynamique est ce que les philosophes ultérieurs appelleraient la vertu. Ce n'est pas l'absence de passion, mais la passion ordonnée par la raison. Ce n'est pas l'absence de stratégie, mais la stratégie guidée par un but honorable. C'est le chemin du héros complet, de l'être humain intégré. Les poèmes homériques sont immortels non pas parce que leurs héros sont parfaits, mais précisément parce qu'ils sont imparfaits. Leurs échecs sont aussi monumentaux que leurs triomphes. Et dans ces imperfections, dans ces tragédies, nous nous voyons refléter et apprenons les leçons les plus profondes. Achille a dû perdre Patrocle pour que sa fureur se transforme, ne serait-ce que brièvement, en quelque chose de plus. Ulysse a dû perdre tout son équipage pour apprendre le prix de sa propre ruse. La croissance, nous disent les Grecs, est souvent enveloppée dans le langage de la perte et de la douleur. Au final, la fureur d'Achille est l'énergie brute de la vie, son pouvoir explosif et créateur. La ruse d'Ulysse est la conscience, l'intelligence qui donne forme et direction à cette énergie. Nous avons besoin des deux. L'énergie sans conscience est un cancer, la conscience sans énergie est une paralysie. Le pouvoir immortel de l'épopée grecque réside dans cette vérité simple et profonde. Ils nous ont présenté le code source de notre propre humanité, les deux systèmes d'exploitation qui fonctionnent dans notre esprit, le guerrier et le stratège, l'amant et le survivant, le Dieu et l'homme, et ils nous ont laissé la tâche la plus noble de toutes, la tâche d'une vie. Apprendre à être le chef de cet orchestre interne, savoir quand monter le volume des violons de la passion et quand donner l'entrée au vent calculé de la stratégie pour créer la symphonie d'une vie bien vécue. Ainsi, la question n'est pas qui vous êtes, mais qui vous choisissez d'être à cet instant précis. Que demande cette situation? L'honnêteté brutale d'un guerrier ou la patience diplomatique d'un roi? La bonne réponse change chaque jour, et la sagesse est la capacité de poser la question. En résumé, la fureur et la ruse, Achille et Ulysse, ne sont pas seulement des personnages de livres. Ce sont deux forces fondamentales qui habitent en nous. Comprendre leurs lumières et leurs ombres, c'est nous comprendre nous-mêmes. Ils sont le code secret qui, une fois déchiffré, nous donne les clés de notre propre potentiel.
Merci beaucoup de m'avoir accompagné dans cette analyse approfondie. J'espère que cela vous a offert une nouvelle perspective sur ces histoires éternelles et, plus important encore, sur vous-même. Ce fut un véritable honneur d'explorer ces idées avec une communauté si curieuse et intelligente. Maintenant, c'est à vous. En ce moment de votre vie, quelle voix résonne le plus fort en vous, celle d'Achille ou celle d'Ulysse? Partagez votre réflexion dans les commentaires. Et si vous appréciez ce type de contenu qui combine littérature et connaissance de soi, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer notre prochain voyage.